Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Stéphanie Lucien-Brun et en fait, je vais avoir le plaisir, au nom du Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes, d'animer cette table ronde. Donc, nous avons effectivement, comme l'a dit Yann, une demi-heure pour poser, donc, en compagnie des personnes présentes, quelques idées clés qui permettront de mettre en valeur le point de vue des usagers. Les personnes présentes ici sont porteuses donc d'une diversité de situations de handicap, sont porteuses de la richesse de leur point de vue d'utilisateur sur ce que signifie l'accessibilité numérique dans un monde connecté. Donc on va d'abord commencer par une présentation rapide de chacun. Donc Sophie de Rouvroy, vous animez, vous intéressez depuis longtemps au numérique, vous animez 2 blogs. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus? Vous allumez ou pas? Oui. C'est bon. Vous parlez assez fort? Vous parlez assez fort. D'accord. Donc, moi, je m'appelle Sophie de Rouvroy. Donc, j'anime, j'ai un site internet, un blog où je raconte mon quotidien de femme sourde. J'ai aussi un site internet, Médias sous-titres, depuis 2001, où je défends l'accessibilité des médias aux personnes sourdes et malentendantes, en particulier le sous-titrage. Professionnellement, je suis intégratrice web avec cette fois-ci une approche plus large de l'accessibilité numérique. Voilà. Ok, merci Sophie. Alors juste une question, est-ce que vous entendez, est-ce que Sophie parle assez fort, est-ce que vous l'entendez correctement? J'ai vu des pouces qui se levaient, ce qui doit être oui, donc c'est bon. Donc Antoine, vous êtes un utilisateur expert des interfaces numériques. Aujourd'hui, quelle est votre approche des objets connectés? Oui, bonjour à tous. Donc moi, j'utilise effectivement cette technologie au quotidien comme tous les non-voyants dans une triple optique. D'abord, dans mon usage optimisé, c'est-à-dire avec un outil, l'utiliser du mieux possible et accompagner les personnes qui éventuellement utilisent ces mêmes aides pour voir comment mieux utiliser ces aides, d'une part. D'autre part, je suis très intéressé par l'interopérabilité en fait, de ces systèmes, c'est-à-dire être certain que ces systèmes puissent communiquer correctement entre eux. Donc le dernier usage qui m'est très cher en termes d'utilisateurs experts, c'est la continuité du service. Donc j'y reviendrai après probablement. D'accord, merci. Vincent, qui a un micro, donc qui marche. Vincent, vous êtes impliqué depuis longtemps dans le champ de l'accessibilité numérique, de l'accessibilité web, militant à l'APF, donc l'Association des paralysés de France. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous définissez votre usage de l'Internet des objets? Bien, moi, je l'utilise au quotidien. Dans ma vie de tous les jours, j'ai usage de ces outils-là, on va le voir. Mais également... ce qui est important, c'est que je suis l'évolution de près, parce que je pense que, comme j'entendais à l'époque du début de l'Internet, c'est une mode. Bah non, c'est pas une mode, ça va être une révolution, et on n'aura pas le choix que d'aller vers de plus en plus d'utilisation d'outils de ce type-là. Et puis, bah, en tant que membre de l'APF, c'est vrai que je suis particulièrement tous mes petits camarades adhérents dans les nouveaux usages qui sont de ces outils-là. Donc je suis bien au courant et puis j'essaie d'en faire une utilisation pragmatique, appliquée à ma vie de tous les jours pour m'aider à être un peu plus autonome. Alors est-ce que justement, pour continuer là-dessus, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples concrets de réalité d'usage dans votre vie, ce que ça vous apporte et quels sont, par rapport à ce que vous définissez comme une révolution, vous, ce que vous aimeriez que cela puisse vous apporter? Des utilisations que j'ai au quotidien, c'est notamment en contrôle d'environnement chez moi. En tant que blessé médulaire, j'ai des problèmes de thermorégulation. Donc quand il fait chaud, je monte en température. Quand il fait froid, je descends en température. Donc au niveau de l'homéostasie, c'est pas terrible.
Et donc, je me suis mis en place un petit système qui me permet effectivement de baisser mes volets automatiquement quand il fait trop chaud pour éviter la montée en température de mon appart, pousser le chauffage quand il fait trop froid, etc. Donc ça, c'est vraiment un exemple concret que j'ai de genre d'outil qui me permet quand même de me faciliter la vie parce que, encore une fois, les problèmes de thermorégulation ont quand même un impact sur ma santé. Donc ça, c'est un usage un peu plus anecdotique, mais que j'aime bien relater, c'est le fait que je fais pas mal de télétravail parce que c'est sûr que me déplacer est relativement compliqué, donc j'essaye de me déplacer quand vraiment c'est nécessaire. Donc je fais pas mal de télétravail, mais j'adore les plantes, donc j'ai beaucoup de plantes dans mon bureau. Et puis je me suis mis un petit objet connecté qui me permet, à travers Internet, de recevoir sur une appli le cri de souffrance de mes plantes lorsqu'elles sont pas assez d'eau. Ce qui me permet de téléphoner à mes collègues et leur dire déjà de prendre des nouvelles, de voir ce qui se passe, etc. Donc c'est déjà une obligation de vivre mieux avec mes collègues. Et en plus, je leur dis, n'oubliez pas de t'arroser mes plantes parce que je serai pas là ni demain, ni après-demain, etc. Donc voilà les deux exemples que j'aurai. Ma prochaine acquisition de voiture sera sûrement une voiture, enfin j'espère en tout cas pouvoir me la payer, une voiture qui va me permettre en cas d'urgence, quelle qu'elle soit, je sais pas, mon téléphone est tombé sous mon siège, je peux pas m'en sortir, je peux pas sortir de la voiture pour une raison XY, une panne, etc. Avoir une voiture connectée qui puisse détecter ma position et envoyer des messages pour des secours. Parce que moi en voiture, si j'ai plus moyen rien que d'ouvrir la porte, je peux plus sortir de ma voiture parce que j'ai pas accès à mon fauteuil. Et voilà, ou dès qu'il y a une panne, je crève, voilà, je suis complètement bloqué, impossible de changer la roue. Donc ce genre de voiture connectée serait quand même pour moi sûrement un gage de sécurité. Et puis peut-être un petit dernier point pour dire que en tant que Parisien, mon souhait serait que toutes les stations de transport en commun puissent m'annoncer des retards, des choses comme ça, en push sur mon application sur mon téléphone, et me dire aussi, par exemple, sur la ligne 14, au hasard, lorsque les ascenseurs ne fonctionnent pas, me prévenir avant que je ne m'engage à aller prendre le métro. Je passe devant, il suffirait que l'application me dise vous arrêtez pas à cette station, de toute façon, mais l'ascenseur ne fonctionne pas. Voilà un peu mes souhaits et puis mon utilisation au quotidien de ce genre d'outils. Ok, merci. Antoine, vous aujourd'hui, vous n'avez pas forcément beaucoup... vous avez commencé à intégrer cette prise en compte des objets connectés dans votre quotidien, oui ou non, et sous quelle forme ? Alors en réalité, l'objet connecté que j'utilise, c'est un smartphone. Un smartphone sur la base duquel de nombreux services sont implémentés et je veux être certain avant de pouvoir intégrer un objet connecté que la chaîne d'usage qui lui est associée est correcte, c'est-à-dire que j'ai accès avec la revue d'écran à la fois sur le smartphone me reportant l'information de l'objet connecté et de l'objet connecté disant qu'il s'est bien synchronisé avec mon smartphone, que l'information est compréhensible des deux côtés. Donc c'est un souhait qui fait que pour le moment j'observe les objets arriver. Je suis plus dans la thématique d'une certaine attente en attendant d'être certain que les applications qui font le lien entre le smartphone et l'objet soit parfaitement accessible dans la chaîne d'usage. Ok. Sophie, vous, de votre côté, vous êtes aujourd'hui une utilisatrice convaincue des objets connectés. Est-ce que vous pouvez nous citer donc quelques exemples significatifs pour vous et ce que ça apporte dans votre vie et la différence que ça fait avec avant leur arrivée? Alors, avant, mon téléphone me permettait d'envoyer et recevoir des SMS, des vidéos et plein des appels vidéo. Me connecter sur les réseaux sociaux et éventuellement de me géolocaliser. Aujourd'hui, le smartphone, c'est le premier objet connecté qu'on peut avoir. Il y a
beaucoup d'objets connectés sont reliés au smartphone. Donc le smartphone, c'est vraiment le point de départ des objets connectés. Et le premier objet connecté que j'ai acheté, c'était un tracker d'activité pour pouvoir me réveiller le matin par la vibration au poignet. Et j'ai ensuite investi dans une montre connectée qui, elle, me permettait de recevoir les messages qui étaient envoyés sur mon téléphone. Et aujourd'hui, j'ai également investi dans une domotique qui, elle, par exemple, la sonnette de ma porte de maison est reliée à ma domotique, ce qui fait que quand quelqu'un sonne à la porte, j'envoie un message à ma domotique qui fait clignoter les lumières de ma maison. Alors oui, ça pourrait paraître un peu étrange d'avoir ces lumières qui clignotent, mais bon. J'ai un moyen d'être prévenu et comme ça tout le monde est au courant. Et j'ai également un message sur ma montre. J'ai également connecté les portes de la maison quand il y a une ouverture, une fermeture, que ça m'envoie un message à travers la domotique et Internet qui me dit il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison. Ou par exemple, quand je suis à l'étage de la maison, je n'entends pas la porte s'ouvrir en bas. Donc, j'ai mis une caméra qui est connectée à ma domotique et qui, elle, en fait, je peux me connecter à ma caméra qui me dit que c'est mon mari ou que c'est les voleurs qui rentrent dans ma maison. Donc, moi, je vois ce qui se passe et voilà. Donc, ça, c'est les principaux usages que font aujourd'hui les objets connectés. Et il y a souvent des voleurs qui rentrent dans votre maison plus que votre mari ? Je n'ai pas encore vu. Mais j'ai souvent vu mon mari rentrer. Ça, c'est bon. Okay. Donc là, on a vu rapidement à travers les exemples du quotidien que vous avez pu nous donner, nous livrer de ce que l'arrivée de l'Internet des objets donc, représente comme opportunité d'inclusion dans vos vies. Maintenant, on va se poser la question de ce que vous pouvez percevoir comme étant les risques liés à cette arrivée des objets connectés. Antoine, dans les échanges qu'on a eus pour cette table ronde, vous avez dit être très concerné par l'importance de la prise en compte des approches de conception universelle et la place des usages. Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, je crois que ce qui est important pour un objet connecté, c'est de pouvoir se poser la question de savoir est-ce que je peux utiliser cet objet dans n'importe quel contexte de situation, soit de handicap, soit de diversité de façon générale, de sorte qu'on n'ait pas à passer des heures à comprendre l'objet. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, je crois que ce qui est également très important, c'est de pouvoir être accompagné dans l'usage une fois qu'on a l'objet en main et de comprendre la façon dont on va utiliser cet objet avec une continuité de service que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire être certain que quand l'outil tombe en panne, pour une raison ou une autre, qu'on ait une chaîne qui nous permette d'identifier la panne sans galérer pour pouvoir identifier et évidemment résoudre le problème en question. Voilà, je crois que c'est ces deux enjeux qui, du point de vue de l'usage, rendra l'objet utile, très utile ou absolument indispensable. Ok, et vous, Vincent, donc quels sont les points de vigilance que vous souhaitez souligner ? Alors moi j'en vois 4. Le premier serait déjà une accessibilité financière. Ces outils vont devenir absolument nécessaires. On va tous en avoir, rien que pour des raisons de santé déjà. Il y en a énormément d'entre nous qui en ont besoin. Simplement, ils sont encore chers, malgré les ordinateurs à $40. Effectivement, ça reste encore cher. Donc, on pense que dans un futur proche, les prix vont bien descendre, mais c'est un premier point de vigilance pour ma part. Deuxième point de vigilance, je rejoins Antoine, c'est qu'il faut vraiment concevoir ces objets avec en tête des tests utilisateurs à toutes les étapes de la conception. Je veux dire une conception centrée utilisateur pour coller le plus possible aux besoins des utilisateurs et en particulier des utilisateurs ayant des déficiences, quelles qu'elles soient. Pareil, conception universelle pour prendre en compte tous
toutes les capacités, tous les besoins, toutes les spécificités des individus, il faut absolument passer par une phase de... Enfin, rentrer dans un cycle de conception universelle. Le troisième point, c'est que tout ça, tous ces objets vont collecter énormément de données. Déjà, il faut être sûr de la qualité de ces données. Pour tout ce qui est e-santé, il faut être sûr que le taux de glycémie qui est calculé, il soit bon. Il soit bon et il soit validé. Et puis, ça va donner beaucoup d'informations sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, sur comment on vit. Donc, l'aspect sécurité des données est un aspect super important. Puis voilà, globalement, les points de vigilance. Et donc, Sophie, pour vous, les points de vigilance? Alors, les points de vigilance, on a 3, donc l'accessibilité, la sécurité et l'universalité. L'accessibilité, on accède aux objets connectés à travers notre téléphone et actuellement, toutes les interfaces tendent vers le vocal. Par exemple, Google vient nous sortir le Google Home, une sorte de boîtier vocal à qui vous parlez et qui vous répond. Et le risque, c'est que moi, personne ne peut plus accéder à ces interfaces. Il y a les objets connectés. Ensuite, la sécurité. En commandant ma maison ou en la surveillant avec la caméra, j'ai l'impression de me sécuriser avec la domotique, mais c'est comme les armes à feu, c'est à double tranchant. C'est que si les fabricants ne sécurisent pas bien leurs objets, les personnes extérieures vont pouvoir commander ma maison. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas encore acheté la serrure connectée, parce que l'universalité, toutes les personnes, tous les objets connectés que j'utilise sont en rapport avec les personnes valides. Je partage donc ma domotique avec mon fils, mon mari, et il faut donc que tous ces objets connectés s'adressent à tout le monde, et pas qu'aux handicapés, aussi bien adultes qu'enfants, et c'est pour ça que ce sont des objets universels. Ok, donc vous avez souligné là un certain nombre de points de vigilance pour vous. Pour conclure, on va avoir encore un petit peu de temps, peut-être qu'on pourra même prendre une ou deux questions. En conclusion de cette table ronde, est-ce que vous pouvez partager donc une ou deux idées clés que vous aimeriez, là, que les uns et les autres qui sont réunis aujourd'hui sur cette journée de réflexion puissent garder en tête dans la suite de cette journée d'échange, pour vraiment être sûr que la place des utilisateurs, y compris en situation de handicap, soit pleinement prise en compte, avec l'idée que les objets connectés servent finalement le développement d'une société inclusive. Donc je ne sais pas, qui veut commencer, l'un de vous trois. Sur la liste. Moi je veux bien. Moi j'ai deux dadas. Le premier, c'est que pour que les objets connectés puissent vraiment nous devenir indispensables, on ait en préalable une définition des normes de codage, de développement, donc, qui puissent suivre le même chemin que les normes d'accessibilité côté Internet fixe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une banalité de constater que sur nos applications mobiles, pour en avoir une accessible, on en a 10 qui ne le sont pas. Donc, le fait d'avoir un objet connecté et que l'interface qui va communiquer avec nos appareils connexes ne matche pas, ne correspond pas à un niveau d'accessibilité correct, fait que l'objet va être partiellement inutilisable ou mal utilisé. C'est la première chose. La deuxième chose, je crois que c'est très important d'insister sur la continuité du service. C'est-à-dire que la personne tout à l'heure qui est intervenue à propos du service de mail auprès de son opérateur et du constructeur Nokia qui avait proposé ce service quelques années après, finalement, pour une logique industrielle, hein, on comprend parfaitement, doivent laisser tomber ce service. C'est compréhensible dans la mesure où on a une alternative à cet abandon. C'est-à-dire que la fonction de réception de mail, en l'occurrence, l'exemple qui était fourni, doit pouvoir être mise en place
par un logiciel, une interface qui prennent le relais en quelque sorte. Sinon, la personne se trouve à la porte d'une fonctionnalité qui est aujourd'hui un passage obligé. Et je ne crois pas tellement, pour terminer, à la logique de l'obsolescence programmée. Je crois qu'il faut revenir un peu sur cette idée. L'accessibilité, c'est avant tout un temps long, et je crois que les objets connectés doivent nous permettre de vivre notre situation de handicap avec ce temps long. Ok, Vincent ? Moi, je dirais que je suis bien conscient que toutes les sphères des objets connectés va être absolument nécessaire. Ça va être une chance pour tout le monde, en particulier pour les personnes ayant des déficiences, mais pas que. Ça va devenir effectivement une nécessité, et que la seule façon de donner l'accès à tous, ça sera de penser à tout le monde et être sûr d'être très inclusif avec ces objets-là, parce qu'on en aura tous besoin. Voilà. Ok. Sophie ? Alors, j'aurais tendance à dire qu'on va plutôt favoriser les objets connectés au profit de... Comment dire ? Donc c'est quelque chose qui va nous servir, et il ne faut pas qu'on nous laisse sur le bord de la route avec tous ces objets qui sont en train de sortir, et des objets, comme tu as dit Antoine, qu'on ne pourra pas utiliser, et également penser à faire des interfaces accessibles aussi bien aux malvoyants qu'aux sourds ou aux personnes qui ne sais pas comment on dit, mais voilà. Donc, oui, ne nous laissez pas sur le bord de la route, quoi. Ok, donc merci pour ce message. Donc merci Sophie, Antoine et Vincent d'avoir partagé donc avec nous quelques points clés. Alors moi je retiens de ce que vous avez dit. Donc l'Internet des objets, il est déjà en œuvre, et effectivement il porte des promesses que vous avez su énoncer. Ces promesses, elles seront tenues ou non, avec finalement les mêmes risques que ce qu'ont pu apporter le web, le développement des interfaces mobiles dans l'importance de prendre en compte des approches de conception universelle, d'approches inclusives. Avec, donc, Vincent a souligné un point de vigilance important sur l'utilisation des données, la sécurisation des données, et finalement le risque particulier que cela peut représenter pour des personnes qui ont des besoins et des réalités d'usage spécifiques, et donc une préoccupation forte autour des standardisations, des protocoles, et de la continuité de service. Donc ça, c'est des points qui ont déjà commencé à être abordés ce matin, qui vont continuer à être abordés dans le reste de la journée. Donc voilà, merci à vous trois pour ces trois témoignages. Merci.